L'analyse, c'est l'analyse de Jean Messia, économiste, haut fonctionnaire, fondateur de l'Institut du Vivre Français et surtout patriote. Bonjour Jean Messia. Alors bonjour, dans pas longtemps, le temps que... Voilà, je crois que ce matin, c'est le festival des difficultés de connexion. Donc Jean Messia va nous parler de plusieurs choses, et notamment cette manifestation à Londres, à laquelle il était. Maëlys Clausel nous en a rapporté des images magnifiques. Bientôt le reportage sur la chaîne YouTube de Ligne Droite. Mais Jean, vous y étiez, vous, en chair et en os. Exactement. Bonjour Richard. Oui, j'accompagnais en tant que porte-parole national de Reconquête, j'accompagnais donc le président de Reconquête, Éric Zemmour, à une manifestation, figurez-vous, où c'était la seule personnalité française qui a été invitée par Tommy Robinson, son organisateur. Et d'ailleurs, j'étais hier sur une chaîne arabe qui me posait la question de savoir pourquoi le parti qui historiquement porte la question de la lutte contre l'immigration en France, à savoir le Rassemblement national, n'avait pas été convié. Ça, effectivement, je crois que outre-Manche, on a bien compris que the last man standing, le dernier homme debout en matière de lutte contre l'invasion et contre l'islamisation de la France, c'était bien Reconquête, puisque vous le voyez, le Rassemblement national a passablement édulcoré son discours. Sa présidente, d'ailleurs, a dit qu'elle ne voulait pas d'un tel mouvement, d'une telle manifestation en France, parce que les cadres du RN nous expliquent que ce n'est pas le mode opératoire du RN qui préfère un combat politique. On notera quand même que pour sauver sa présidente et dénoncer ce qu'ils appellent une condamnation politique par les tribunaux, le RN a été capable, et sa présidente a été capable, eh bien, d'appeler à une grande manifestation pour le soutien du RN. C'est d'ailleurs la seule fois où le RN a manifesté, c'est pour sa propre pomme. Mais manifestement, les grands enjeux de la France, la menace existentielle de la France, ça ne le concerne plus. Voilà, alors c'est une manifestation qui a réuni, alors là j'en viens aux chiffres parce que c'est très étonnant, hein. Quand on voit les images, si vous voulez, de ces artères londoniennes entières qui sont couvertes noires de monde et qu'il faut un hélicoptère pour avoir un panorama à peu près complet de l'ampleur de cette manifestation, on est bien au-delà des 110 000 personnes annoncées. Dans un premier temps, d'ailleurs, la police elle-même avait parlé de 1,5 million de manifestants, ce qui, un minimum par rapport à ce que j'en ai vu sur place. Je suis quand même habitué à des manifestations. J'étais au Trocadéro le jour, enfin, entre les deux tours de la présidentielle de 2022. Je sais à peu près de quoi je parle. Donc, il n'y avait pas 110 000 personnes. Mais tous les médias français, évidemment, ont intérêt, et les médias même outre-Manche, les médias antinationaux, ont intérêt à minimiser le nombre parce que, comme vous savez, ce nombre devient politique. Si vous avez 2 millions ou 3 millions de personnes dans la rue pour clamer leur refus de perdre leur pays, ou si vous en avez 100 000 personnes, c'est quand même pas la même signification politique par rapport en plus à un sujet aussi inflammable du point de vue du système qui nous dirige que celui de l'immigration. C'est une manifestation qui s'est déroulée de manière extrêmement pacifique. Il y a bien quelques antifas qui ont tenté, aux abords de la manifestation, de créer de l'image de violence pour jeter le discrédit sur le mouvement, mais ça n'a pas pris parce que globalement, c'était des familles, c'était des gens arrivés avec leurs enfants. J'ai retrouvé un peu le même esprit que la manif pour tous, vous voyez. Avec d'ailleurs Euh, les mêmes mensonges étatiques sur le nombre de manifestants. Exactement, exactement. Voilà, c'était et puis bon, il y avait aussi une connotation européenne très forte puisque, les Français n'étaient pas les seuls invités. Il y avait les Hollandais, il y avait des Belges, il y avait, des Allemands. Donc si vous voulez, on sent quand même se lever à travers toute l'Europe. Autrefois, on disait: «Prolétaires de tous les pays, unissez-vous». La gauche veut manifestement garder pour elle la notion d'internationale gauchiste ou d'internationale prolétarienne. Eh bien, je crois que à Londres, ce qui s'est passé, c'est qu'a été fondée l'internationale, en tout cas l'intra-européenne des patriotes et des nationaux qui veulent rester ce qu'ils sont chez eux et qui veulent rester propriétaires de leur pays. J'ai senti vraiment, moi qui suis chrétien, j'ai senti un cri d'espoir, d'espérance de ces peuples historiques qui ne veulent pas mourir
une sorte d'instinct de survie pacifique, un cri du cœur pacifique de peuples qui ne veulent pas mourir. Et à un moment, le moment le plus émouvant de cette manifestation, c'est quand vous entendez des centaines de milliers de personnes entonner le Pomp and Circumstances de Sir Edward Elgar, qui est l'hymne qui avait été joué en 1945 à l'annonce de la capitulation de l'Allemagne nazie. Honnêtement, c'est un des moments les plus forts de ma vie politique. Ça m'a donné de la chair de poule et c'était très émouvant. Et c'est effectivement, on a vu ces images, on a vu ce peuple heureux de manifester, contrairement d'ailleurs à un des commentateurs français qui expliquait qu'il ne voyait que des phénotypes blancs. En fait, les photos dans la masse prouvaient que c'était tout le Royaume-Uni, y compris avec l'ensemble de ce que ces Exactement. colonies ont pu lui apporter, qui était dans la rue. Autrement dit que ce sentiment national n'est pas un sentiment raciste, que c'est le sentiment en fait que on peut exister, mais sans pour autant importer l'intégralité des choses qui ne correspondent pas au génie du lieu, au génie de la nation. On n'est pas obligé d'importer la charia pour vivre en bon anglais, en bonne intelligence avec des gens qui sont musulmans. On peut au contraire faire en sorte que ce soit les manières de vivre anglaises qui ont été forgées par l'histoire anglaise et le peuple anglais, qui soit la règle commune, règle d'ailleurs qui est bénigne et agréable à porter, comme le joug dont parle l'Évangile. Jean Messia, en France, dont on a évidemment un rapport un peu différent à la chose, il n'y a pas ces grandes manifestations populaires, mais c'est sans doute aussi parce qu'il n'y a pas eu ce grand scandale des gangs de violeurs pakistanais, musulmans, qui ont véritablement massacré des milliers de personnes en Angleterre. Donc en France, on n'a pas encore cette espèce de sentiment national, on ne pavoise pas les drapeaux. Au contraire, d'ailleurs, les manifestants du 10 septembre qui manifestaient dans la rue à cet appel de bloquons tout, qui portaient des drapeaux français, ont été insultés par les autres manifestants qui les voyaient comme des agents provocateurs, alors que c'était juste des citoyens, puisqu'il n'y avait qu'un seul drapeau qui était permis, c'était le drapeau palestinien, selon les LFistes qui s'étaient emparés de cette manifestation. En France, on n'a pas de manifestation, mais on a une pétition qui a dépassé le 1 million de signatures, qui est la pétition lancée par Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration. Alors tout à fait, bah, plusieurs choses, hein, parce que vous avez abordé plein de sujets. Il est évident dans un premier temps que la question nationale européenne et la question patriote européenne ne se réduit pas, même si c'est important, je précise, à une question de race ou d'ethnie. C'est une question avant tout identitaire, et je crois que les auditeurs de Radio Courtoisie seront d'accord avec moi. Le fait identitaire est la grande nouveauté en Europe depuis quelques années. Or, cette identité, eh bien, on peut s'y assimiler, c'est-à-dire que on peut s'acculturer comme des générations d'immigrés européens, asiatiques, chrétiens d'Orient, etc., juifs pieds noirs, se sont assimilés, acculturés aux nations européennes dans lesquelles ils vivent, devenant de fait un membre, des membres de cette communauté nationale. Vous savez, qui se souvient qu'Henri Verneuil, par exemple, de son vrai nom Achod Malakian, a pu un jour être étranger. Voilà, il y avait un compromis tacite entre la nation d'accueil et l'immigré. La nation d'accueil disant à l'immigré, fais ce qu'il faut pour nous ressembler identitairement, et une fois que tu nous ressembleras identitairement, tu seras traité comme un fils de France comme un autre. Et c'est exactement ce dont j'ai bénéficié moi-même. Alors évidemment, comme disait le général de Gaulle, c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, noirs, etc. Ça prouve que la France a une dimension universelle, mais il faut que ces Français-là restent évidemment minoritaires. Faute de quoi, disait de Gaulle, la France ne serait plus la France. Alors vous savez, la boutade que je fais souvent, mon cher Richard, c'est que je dis que mon principal combat, c'est de rester moi-même minoritaire en France. Voilà, je veux que le peuple français reste majoritaire. Je suis un Français, un membre de la communauté nationale, mais je n'aimerais pas que toute la communauté nationale française me ressemble. Et donc je me bats pour que les Français de souche, les Français historiques, restent majoritaires chez eux, étant entendu que je suis un des leurs. Bon, évidemment que cette vision des choses, elle est partagée par tous les Français. Les gens qui votent Rassemblement national ou qui votent Reconquête ou qui votent LR, ils ne sont pas plus racistes, et je dirais même moins racistes que les gens de gauche.
parce que justement, dès lors que vous avez des immigrés qui s'assimilent à l'identité nationale, ils sont les bienvenus. Je suis moi-même, depuis mon engagement dans le camp national en 2015, je suis applaudi par des millions de personnes qui votent pour le camp national, que ce soit pour le Rassemblement national ou pour Reconquête. C'est quand même incroyable que les gens qui sont traités de racistes, de fascistes et d'extrême droite applaudissent depuis des années un immigré comme moi. Donc on voit bien que tout le côté ridicule et grotesque de ces accusations. En revanche, si je me retrouvais devant une manifestation de gauchistes et de membres de la diversité, j'y serais traité d'arabe de service, j'y serais traité de chameau, j'y serais traité de nègre maison. Donc qui est raciste au fond? Voilà. Et donc le référendum, si vous voulez, lancé par Philippe de Villiers, je tiens à rappeler d'ailleurs que Philippe de Villiers, de manière, enfin je le rappelle tout à fait modestement, j'avais moi-même lancé un référendum, en tout cas une pétition pour le référendum qui avait recueilli 350 000 signatures juste avant que je sois censuré par l'Arcom, puisque l'Arcom avait considéré que cette démarche était politique et m'avait contraint à le fermer. Mais je l'avais lancé à l'époque par l'intermédiaire de mon think tank Vivre Français, ce référendum qui avait connu un succès phénoménal en quelques jours. Euh, Philippe de Villiers a repris le flambeau, j'en suis très content. Alors évidemment, vous avez vu le reportage sur France 2 hier qui prétend que c'est du n'importe quoi, qu'en fait ce référendum n'est pas sérieux. D'abord, que le service public, et notamment dans son JT de 20 heures, qui est suivi par 4,5 ou 5 millions de personnes, en parle, c'est déjà en faire la pub. Donc c'est pas mal. Et la deuxième chose, c'est que même si on admet un volant d'erreur, quand vous avez 1,5 million, 1,6 million, 1,7 million de personnes qui signent un référendum, quand bien même on admettrait une marge d'erreur de 300 ou 400 000 personnes, ça reste quand même un phénomène qui interroge. Je veux dire, rappelez-vous que le service public de l'audiovisuel avait fait de la loi Duplon, dont personne n'avait entendu parler. Il avait matraqué jour et nuit sur la loi Duplon et la pétition de la loi Duplon pour la faire atteindre des étiages assez impressionnants. Donc le service public est plus obsédé qu'une nation jette ses dernières forces dans la bataille pour interdire un insecticide. Mais par contre, jeter ses dernières forces dans la bataille pour une raison existentielle, contre un danger de mort, là, France Télévisions est aux abonnés absents. Donc c'est vous dire dans quel état d'esprit on est. D'ailleurs, vous remarquerez que par rapport aux manifestations, c'est exactement la même chose. France Télévisions, je disais tout à l'heure, parlait de 110 000 personnes réunies à Londres. Depuis maintenant une semaine, l'ensemble des médias antinationaux français vous promettent 1 million de manifestants aujourd'hui. 900 000 pour France Info, 800 000 pour BFM. Personne n'en sait rien, personne n'a aucune idée de combien de personnes il va y avoir, mais comme ils sont dans une espèce de fantasme idéologique de voir le peuple descendre pour les lubies idéologiques que ces médias défendent, ils se prennent en fait à avoir le mot magique, c'est-à-dire tout en répétant qu'ils sont 800 000, 1 million, 900 000, etc. Ils pensent que ça va advenir, hein. Mais la réalité du million, million et demi de personnes qui étaient réunies à Londres, comme ça percute leurs EIRP idéologiques, ils l'ont écrasé en disant qu'il n'y avait que 100 000 personnes. On verra bien combien de personnes il y a aujourd'hui pour ce mouvement très à gauche qui réunit la CGT, les gauchistes habituels, dont on nous dit que 8 000 casseurs sont attendus. Si ça dépasse les 500 000, je vous paye, mon cher Richard, le champagne au jeudi prochain. Eh ben, avec plaisir, Jean. Voilà, sachant que je vais presque, pour une fois, préférer les chiffres de la CGT à ceux de la police. Mais bon, la police a toujours tendance à minimiser très étroitement les chiffres des manifestations avec des règles un peu chinoises. Genre, c'est uniquement les gens qui sont passés de telle heure à tel endroit. Donc, tous ceux qui arrivent avant, tous ceux qui arrivent après, tous ceux qui n'ont... Il y a eu tellement de gens qui n'ont même pas pu franchir la ligne où se tiennent les quelques policiers chargés de contrôler, sont impitoyablement éliminés. Voilà, ça fait partie de ces espèces de fiction, Non, mais de juste pour fiction Richard, un petit mot. politique. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, si la manifestation à Londres n'avait rassemblé que 100 000 personnes, et si le référendum, la pétition pour le référendum sur l'immigration de Philippe de Villiers était au fond une grande arnaque, comme le dit l'Humanité ou un certain nombre de canards gauchers, pourquoi ils en parlent? Enfin, pourquoi consacrer un JT de 5 minutes de JT pour vous démontrer que cette pétition ne veut rien dire? Si elle ne veut rien dire, eh ben, on n'en parle pas.
S'il n'y avait que 100 000 personnes à Londres, on n'aurait pas couvert cette manifestation pendant 48 heures à longueur d'antenne en faisant venir un certain nombre de ces intervenants. Donc en fait, ils sont eux-mêmes incohérents et ils dénoncent eux-mêmes par leur propre comportement et leur propre couverture de l'événement, leurs propres mensonges. Absolument. Et Jean, dans les différents sujets que vous vouliez aborder, il y avait donc cette manifestation de Londres, le retour le 18 septembre, autrement dit ce qu'on est en train de vivre. Voilà, et là pour le moment, les fils infos ne bruissent pas du fait que les 8000 casseurs ont déjà commencé à œuvrer, ni que les 900 000 manifestants se sont déjà répandus depuis l'Élysée jusqu'à la Seine. D'ailleurs, ce sera amusant d'ailleurs de regarder les photos aériennes des manifestations dont on nous dira aujourd'hui qu'elles ont Exactement. réuni 900 000 personnes par rapport à celle de la manif pour tous dont on nous expliquait qu'elle ne réunissait même pas 400 000 personnes. Voilà, parce que donc il y a un moment donné, la masse, si j'ose dire, est visible, et de même que ces photos aériennes des manifestations à Londres montraient bien que voilà, il y avait sans doute plus de 110 000 personnes. Est-ce que il y a dans l'actualité internationale des choses qui vous inclinent à penser que le combat français n'est pas perdu parce qu'il est mené ailleurs. Voilà, on a parlé de ce qui se passe en Angleterre. On a l'impression que la liberté d'expression aux États-Unis a été évidemment sérieusement atteinte par la mort de Charlie Kirk, mais qu'il y a un retour de bâton très surprenant. Ce sont tous les gens qui se sont bruyamment félicités de cette mort et qui se retrouvent chassés des emplois qu'ils occupaient. Est-ce qu'il y a là un petit signe d'espoir? Bah, écoutez, le problème, c'est que dans un monde normal, moi, je ne souhaite pas que les gens soient censurés ou soient sanctionnés pour le simple fait de penser ce qu'ils pensent. Ça, c'est le monde normal. Mais le problème, c'est que le système gaucho-progressiste antinational qui nous dirige depuis une cinquantaine d'années, qui dirige les pays occidentaux depuis une cinquantaine d'années, s'est tellement roulé dans une forfaiture de censure, d'exclusion, d'ostracisme, de tout ce qui n'était pas lui, qu'effectivement, l'histoire connaît des mouvements pendulaires, hein, qui peuvent être assez violents. Et là, le retour de bâton est assez véhément en quelque sorte. Bien sûr que c'est aussi un élan d'espoir. Vous savez, Éric Zemmour le dit souvent, depuis le Moyen Âge, il n'y a jamais eu, si vous voulez, un paradigme qui est né, un paradigme idéologique qui est né dans un pays occidental qui ne se soit ensuite répandu à l'entièreté de l'Occident. Les Lumières, etc. Donc, si vous voulez, moi je crois que un vent effectivement d'espoir s'est levé. Il s'est levé déjà en 2016. Rappelez-vous, en juin 2016, le Royaume-Uni vote contre toute attente le Brexit. La même année, en novembre 2016, Donald Trump est élu. Donc à ce moment-là, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que ce sont les deux mêmes pays qui ont ouvert le cycle néolibéral puis antinational, à savoir Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui étaient d'ailleurs très nationaux. Hein. Ils ont exporté l'antinationalisme dans le reste de l'Europe, mais ils se sont bien gardés de rester eux-mêmes très nationaux. Mais toujours est-il que ce sont ces deux pays qui, par une sorte de clin d'œil de l'histoire, referment la parenthèse néolibérale, immigrationniste, sans frontiériste, etc., en 2016. Depuis 2016, nous sommes rentrés dans une sorte de transition paradigmatique, comme d'ailleurs Thomas Kuhn et les sciences sociales ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils montrent que la transition entre deux paradigmes n'est pas instantanée et que ça laisse une période où il y a des flux et des reflux de l'ancien système et des victoires du nouveau système. C'est exactement ça à quoi on assiste, puisque Trump a perdu en 2020. Le Brexit a été vidé de sa substance. J'en discutais avec des Britanniques au moment où j'étais à Londres, puisque les élites britanniques actuelles conservent, comment dirais-je, l'UE dans leur tête. Ils appartiennent toujours dans leur tête à l'Union européenne et en pratique d'ailleurs toujours les mêmes politiques migratoires. Voilà, mais Trump a fini par revenir au pouvoir contre toute attente en 2024. Donc cette transition paradigmatique entre l'ancien monde antinational qui connaît une phase crépusculaire et le paradigme ascendant qui est le paradigme identitaro-souverainiste
qui prend du poil de la bête partout. Il est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Ça ne vous a pas échappé que Trump, en 2024, est beaucoup plus identitaire, beaucoup plus structuré qu'il ne l'était en 2016, où là, c'était un président plutôt souverainiste, populiste, etc. Là, c'est une pensée identitaire beaucoup plus structurée par des think tanks conservateurs qui fournissent une vraie pensée, une vraie dialectique conservatrice. Et donc, il n'y a qu'une seule chose que je veux dire ce matin, c'est à demain la France. Ça sera bientôt autour de la France. Les dominos sont en train de tomber. Le paradigme identitaro-souverainiste est en train de croître partout, en Allemagne, en Belgique, même dans les pays très islamisés, en Scandinavie, etc. Donc je crois que ça va prendre un peu de temps. La France n'a jamais brillé pour être le premier élève de ces changements historiques paradigmatiques, mais elle finit toujours par s'y convertir. Rappelez-vous, en 81, quand le monde entier se convertissait au néolibéralisme et à l'orthodoxie budgétaire, la France choisissait un représentant de l'ancien monde étatiste des années 60 et 70, exactement comme il l'a fait d'ailleurs en 2017, au moment où le monde referme la parenthèse néolibérale, immigrationniste, multiculturaliste. La France met au pouvoir le summum de l'antinationalisme, de l'immigrationnisme et du multiculturalisme, qui est Emmanuel Macron. Donc la France finit toujours par rejoindre le train du changement, et donc l'espérance est un risque à courir, et il faut plus que jamais le courir parce que les éléments objectifs sont là pour attester que notre victoire est proche. Bah, notre victoire est proche. Bah, merci Jean pour cette parole d'espoir. Il y a par ailleurs, parmi ce mouvement de balancier que vous avez décrit, d'autres choses. C'est-à-dire, voilà, Javier Milei a perdu des élections dans dans l'une des provinces argentines, et donc on sent malgré tout que la faveur populaire est un peu changeante, et on sent surtout que la gauche a tellement pris a tellement de techniques de domination, de mobilisation et d'endoctrinement, et en même temps de capacité à mettre en avant ses propres récits, que quand bien même la population générale est acquise à la droite, c'est la gauche qui réussit à mobiliser plus que la droite. Quand bien même la population générale est acquise aux idées de droite, par exemple, voilà, refuser une immigration massive, réclamer des mœurs françaises, trouver que les traditions françaises sont aimables, c'est la gauche qui donne le là, c'est la gauche qui réussit à mettre des gens dans la rue, c'est la gauche qui réussit à occuper toutes les superstructures étatiques. Et est-ce que ce mouvement de fond n'est pas perpétuellement contrarié en fait par une gauche qui ne renonce jamais parce qu'elle est plus militante en quelque sorte? Vous savez, on a tort de croire que le silence de la masse populaire, hein, c'est le silence des agneaux. Pour moi, c'est plutôt le calme qui précède la tempête. Vous savez, un peuple qui est, comment dire, qui est envahi, qui est islamisé et qui est trahi par ses propres élites, ses propres institutions, se braque, finit par se braquer, finit par se cabrer, et par instinct de survie. Et ce qui est instinctif est violent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Reconquête, nous voulons stopper l'invasion, l'islamisation tout de suite, redonner ces lettres de noblesse à un état de droit qui doit devenir l'état de droit des Français, par les Français et pour les Français, afin d'éviter les bains de sang de demain. Le, à travers l'histoire de France, les élites ont toujours parié que le peuple les suivrait dans leur pire félonie. Et ça marche un temps, il faut bien le dire, et vous avez raison. Mais ça marche pas tout le temps. Vous savez, Lord Byron avait une citation magnifique. Il disait « Trahison jamais ne prospère ». Et vous savez pourquoi, demandait-il? Parce que si elle prospérait, on ne l'appellerait pas trahison. Donc la trahison n'est pas l'ordre des choses. Il y a quand même un bien suprême, une vérité suprême qui finit quand même par jaillir collectivement. Voilà. Je note d'ailleurs que la gauche, par exemple, et les médias antinationaux se sont scandalisés par ce que vous avez mentionné tout à l'heure, à savoir ces gens qui sont virés de leur boulot pour s'être réjouis de la mort de Charlie Kirk. Mais on n'entend pas la gauche dénoncer, par exemple,
la condamnation à plusieurs dizaines d'années de prison de Jair Bolsonaro au Oui. Brésil par des juges d'extrême gauche qui lui ont intenté un procès politique et non pas un procès judiciaire, hein. Personne ne s'en émeut. Voilà, donc si vous voulez, la gauche prêche pour sa paroisse. Nous devons, et c'est ce que nous faisons à Reconquête, entamer non seulement un combat politique contre la gauche, mais il faut aussi, et on le mène déjà depuis un certain nombre d'années, à travers des think tanks, à travers des médias alternatifs. Et je remercie d'ailleurs Radio Courtoisie pour l'excellent travail qu'elle mène, même avant que je n'y arrive, hein, il y a plusieurs déjà dizaines d'années. Il faut qu'on mène un combat idéologique. Non, la gauche n'a pas raison sur tout. Non, la gauche n'est pas le camp du bien. Oui, la gauche a trahi le peuple français et singulièrement les ouvriers. Non, la droite n'est pas l'héritière de Vichy, etc., etc. Il faut, comme disaient les keynésiens dans les années 30, lorsqu'ils s'attaquaient au néoclassicisme et au néolibéralisme de l'époque, il faut résolument partir à l'assaut de la citadelle. Et cette citadelle idéologique gauchiste n'est pas imprenable. Elle est en train de se lézarder, elle est en train de s'effriter, et nous allons continuer à lui administrer des estocades jusqu'à sa chute finale. Et je peux vous dire, selon une phrase de l'Évangile, mon cher Richard, grande sera sa chute. Eh bien, merci beaucoup, Jean Messia. Voilà, c'est une excellente chute. On va rester là-dessus. Et à bientôt, évidemment, à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie pour repartager vos analyses et votre regard.